Chimie et en juin, on va avoir le sujet. Merci beaucoup de venir enrichir cette et bien sûr, mon dernier mot, je salue la présence de M. Abdoulaye, professeur moléculaire, professeur de chimie dans cette établissement, avec voilà, ceci dit, on va parler à tout le monde, à travers la famille de Covid. La candidate pour présenter un mot. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du jury, honorable assistance, soyez les bienvenus. Chers professeurs, je suis très honorée aujourd'hui d'être parmi vous pour exposer mon sujet de thèse sur un sujet qui est intitulé « Analyse des facteurs de risque cardiovasculaire chez les coronariens et impact de la consommation de l'huile d'argan chez les patients souffrant de syndrome métabolique » sous la direction du professeur Adlouni, professeur de biochimie à la faculté des sciences BMSIC de Casablanca. Dans ma présentation, je suivrai le plan suivant, c'est-à-dire que je commencerai à introduire le contexte du sujet avec ses principaux objectifs. Ensuite, je subdiviserai mon travail en deux grandes parties. La première partie va concerner l'étude épidémiologique du syndrome coronarien aigu. La deuxième partie, elle fera l'objet de la détermination de l'efficacité de l'huile d'argan sur en fait les paramètres du syndrome métabolique. Puis par la suite, finalement, enfin, je vais conclure et je vais donner quelques perspectives. Comme vous pouvez savoir, les maladies cardiovasculaires, ils représentent la première cause de mortalité au niveau mondial, avec 17 millions de décès par an selon le recensement de 2012. Et c'est un chiffre qui tendra à augmenter pour atteindre des valeurs de 24 millions en 2013, et ceci selon les chiffres de l'OMS. Les coronaropathies ischémiques, en fait, dont fait partie le syndrome coronarien aigu, en sont les chefs de file. Il s'agit d'un véritable problème de santé publique qu'il faudrait prendre en considération par la prise en charge de ces différents facteurs de risque. De point de vue physiopathologique du syndrome coronarien aigu, l'athérosclérose en est le point de départ, et c'est elle-même, cette athérosclérose, elle est la conséquence du syndrome métabolique et de toutes ces comorbidités associées, à savoir l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, l'hyperglycémie. Ce qui nous ramène à définir un peu le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique n'est pas une maladie en soi, c'est un ensemble de désordres métaboliques, glucidiques, lipidiques et également vasculaires chez une même personne et qui complique, qui risque de majorer la survenue de certaines pathologies cardiométaboliques telles que le diabète de type 2 ou les maladies cardiovasculaires, à savoir les AVC, les artériopathies des membres inférieurs ou même carrément les cardiopathies ischémiques et les maladies hépatiques de type stéatose, NAFLD, le non-alcoolo fatty liver disease. En effet, plusieurs organismes ont essayé de définir en fait, le syndrome métabolique en passant par la définition de 1997 de l'OMS et de celle de l'EGIR qui se base essentiellement sur la résistance à l'insuline et sur la présence d'un diabète non insulinodépendant, et puis la définition du NCEP-ATP3 et du FID, Fédération internationale du diabète, et également la dernière définition harmonisée de 2009. Les principales définitions qui sont les plus utilisées pour évaluer la prévalence du syndrome métabolique au niveau mondial sont celles du NCEP-ATP3. Le diagnostic est établi lorsqu'il existe 3 critères parmi ces 5 que je vais citer maintenant. Une obésité abdominale, c'est-à-dire chez l'homme, elle doit être supérieure à 102 cm, chez la femme supérieure à 88 cm, une triglycéridémie élevé, supérieur à 150 mg par décilitre, HDLI bas, chez l'homme inférieur à 40 mg par décilitre et chez la femme inférieur à 50 mg par décilitre, une pression artérielle supérieure ou égale à 130-85 mm de mercure et une glycémie à jeun supérieure ou égale à 110 mg par décilitre. La deuxième définition la plus utilisée, en effet, c'est celle du FID. Celle-ci, elle s'axe essentiellement sur la présence obligatoire d'une obésité abdominale, et en plus, cette circonférence abdominale, elle varie en fonction de l'ethnicité. Et plus 2 autres facteurs qui s'y ajoutent, une HDLI basse, une triglycéridémie élevée, une pression artérielle également élevée et une glycémie, on a un peu diminué le seuil de la glycémie à 100 mg par décilitre
ou présentent d'un diabète de type 2. De point de vue physiopathologie du syndrome coronaire, du syndrome métabolique ou d'insulino-résistance, tout commence par une obésité viscérale, c'est-à-dire que en fait, les cellules adipeuses sont hypertrophiées, elles vont commencer à libérer des adipokines qui vont agir aussi bien au niveau local par action paracrine, autocrine, ou même par action à distance sur les différents muscles, les tissus, les muscles, le cerveau, le cœur, etc., pour nous donner les différentes comorbidités associées au syndrome métabolique. La dyslipidémie, l'hypertension artérielle, l'hyperglycémie, également une hypofibrinolyse qui contrôle la thrombose. En plus de la dyslipidémie, cette dysfonction endothéliale provoque le phénomène d'athérosclérose qui est responsable des cardiopathies ischémiques que l'on va étudier ici. Nous avons le syndrome métabolique n'est pas une maladie, mais elle évolue rapidement au fil des années pour nous donner le syndrome coronarien aigu qui nécessite obligatoirement une hospitalisation en urgence, c'est-à-dire dans les services en USIC, en unité de soins intensifs. Et en plus, il est multifactoriel, il n'y a pas de traitement spécifique. Et d'où la nécessité de cerner les différents facteurs de risque qui sont responsables pour pouvoir agir en prévention, soit secondaire, c'est-à-dire chez des sujets qui ont déjà contracté le syndrome coronarien aigu, c'est-à-dire pour éviter les récidives, ou bien en prévention primaire, en amont même du syndrome métabolique chez des sujets sains. D'où notre objectif, c'est de déterminer les différents facteurs de risque cardiovasculaire qui existent chez les coronariens, et également évaluer l'efficacité de l'huile d'argan sur les paramètres du syndrome métabolique. On va entamer la partie méthodologie de travail. Pour la première partie concernant l'étude épidémiologique du syndrome coronarien aigu, il s'agit d'une étude prospective à visée descriptive qui a été réalisée au service de cardiologie du centre hospitalier universitaire Brno-Roche sur une période d'une année. En effet, les 199 patients ont été recrutés selon des critères d'inclusion et d'exclusion. Parmi les critères d'inclusion, on a inclus tous les patients qui étaient coronariens, les patients qui avaient bénéficié d'une coronarographie, les patients qui avaient un dossier médical complet, aussi bien biologique que clinique. On a exclu tous les patients qui n'étaient pas des coronariens, c'est-à-dire qui avaient un angor stable, et les patients qui avaient un dossier médical incomplet. Et puis, tous les patients qui ont bénéficié du cathétérisme cardiaque droit, qui ont une maladie valvulomitrale ou un rétrécissement valvulomitral, une maladie aortique ou un mix-up. En ce qui concerne les données étudiées, on a étudié les données anthropométriques, l'identification du patient, l'âge, le sexe, tout ce qui est taille, tour de taille, tour de hanche, l'indice de masse corporelle, les paramètres socio-économiques, c'est-à-dire le lieu de résidence de ces gens, soit urbaine ou rurale, ou bien le niveau de stress ou d'activité physique lié au travail, également le statut socio-économique, le revenu mensuel, et puis les données cliniques, à savoir prélevées par les cardiologues du service pour déterminer les différents facteurs de risque, tels que la dyslipidémie, l'hypertension, les antécédents familiaux et autres. Essentiel même dans les données cliniques, ils ont effectué l'ECG, l'électrocardiogramme, la coronarographie et également l'électrocardiographie transthoracique afin de déterminer la valeur du d'éjection du ventricule gauche. Les données biologiques qui ont été prélevées à partir du recueil des données chez les patients afin de déterminer le bilan lipidique, à savoir le cholestérol total, triglycérides, HDL cholestérol et LDL cholestérol. Également les paramètres du bilan rénal, c'est-à-dire créatininémie, urémie, le bilan hépatique, ASAT, ALAT, et puis également les marqueurs biologiques cardiaques tels que la créatine phosphokinase, son isoenzyme CCMB spécifique du cœur, la troponine ultrasensible et bien sûr je termine, les données nutritionnelles réalisées par une nutritionniste afin de déterminer les différentes habitudes alimentaires des patients coronariens. Elle a consisté en un prélèvement sur une durée de 24 heures qui précède l'hospitalisation en détail, c'est-à-dire repas par repas ou hors repas, et même la détermination du mode de cuisson et de la fréquence de consommation, c'est-à-dire soit par jour, par semaine ou par mois. Et après, on a déterminé, en ce qui concerne l'analyse statistique, les données ont été calculées à l'aide du logiciel statistique, bien sûr, SPSF 223. On a déterminé plusieurs tests, le test de Key-2, pour comparer deux variables qualitatives s'il y a eu certaines dépendances. On a considéré qu'elle était significative lorsque la P était
inférieure à 0,05. Dans le cas contraire, elle est non significative. Le test de Student pour comparer deux moyennes. Et puis, bien entendu, on a considéré des variables qualitatives en pourcentage et on a exprimé les variables quantitatives en moyenne plus ou moins l'écart type. Du point de vue considération éthique, le recueil des données, bien sûr, il a respecté l'anonymat des patients et la confidentialité de leurs informations. Concernant la méthodologie de la deuxième partie sur l'effet de l'huile d'argan sur les facteurs de risque du syndrome métabolique, il s'agit d'une étude prospective d'intervention nutritionnelle qui est à base d'huile d'argan sur des patients qui sont hypertendus, souffrant de syndrome métabolique au service de cardiologie, bien entendu, du CHU de Casablanca sur une période d'1 mois. C'est-à-dire, la première semaine, elle a été consacrée au recrutement des patients et les 3 dernières semaines, c'est la période en fait d'intervention nutritionnelle. En ce qui concerne le recrutement des patients, les critères d'inclusion sont ceux qui appartiennent à la définition du NCEP ATP3 qu'on a vu au cours de notre introduction. Et les critères, on a exclu tous les patients qui avaient une maladie rénale, une maladie hépatique, ou bien le VIH, ou bien ceux qui suivaient un traitement par les statines, par les antidiabétiques, les fumeurs, et ceux qui utilisaient un traitement hormonal dans les 6 mois qui précèdent en fait le recrutement. Les données, le protocole de l'étude. Au départ, on avait 69 patients hypertendus. C'est sur ces 69 patients hypertendus qu'il nous restait plus que 43 patients qui avaient le syndrome métabolique, d'où une prévalence de syndrome métabolique de 62% dans notre population d'études, ce qui est en parfaite corrélation avec les études qui ont été faites sur la prévalence du syndrome métabolique chez des patients qui ont une pathologie chronique telle que l'hypertension. Parmi ces 49 patients qui ont fait le syndrome métabolique, 14 patients sont partis pour des raisons personnelles. Il ne nous restait plus que 29 patients. Sur ces 29 patients, on les a subdivisés en 2 groupes au hasard. Un groupe composé de 17 patients qui consommaient 25 ml par jour d'huile d'argan à raison de 2 cuillères à soupe au petit déjeuner. Et un groupe, bien sûr, qu'on a appelé groupe argan. Et l'autre groupe, c'est le groupe contrôle qui n'a pas consommé l'huile d'argan, mais qu'on lui a laissé le choix de la matière grasse, mais toujours à la quantité de 25 ml par jour. Pour tous ces patients de la population, ils ont eu recours, bien sûr, à une consultation, bien entendu, médicale, un prélèvement sanguin, et également une concentration diététique aussi bien avant l'intervention et même après l'intervention nutritionnelle. Les données étudiées. Nous avons étudié des données anthropométriques, comme pour la première étude, l'identification du patient, la taille, le sexe, l'indice de masse corporelle, puis les données cliniques, afin de déterminer les différents facteurs de risque cardiovasculaire par un simple questionnaire, réalisation d'un électrocardiogramme et puis d'une échographie Doppler et la prise de la tension artérielle. En ce qui concerne les données nutritionnelles, afin d'évaluer le comportement toujours et les habitudes alimentaires des patients, à l'aide d'un rappel de 24 heures, mais également la fréquence de consommation et le mode de cuisson. Et après, on a déterminé aussi bien le bilan nutritionnel que l'apport énergétique total de tous les patients. Ils ont été calculés à l'aide d'un logiciel de nutrition, le Nutrilog. Les bilans, en fait, les données biologiques, on a dosé le bilan lipidique, tous les paramètres du bilan lipidique, à savoir cholestérol total, HDL, cholestérol, LDL, triglycérides, ont été dosés, bien sûr, par méthode colorimétrique enzymatique, bien sûr, par formation de complexes spectrophotométrables, et ces dosages ont été effectués au sein du laboratoire de biologie et santé de la faculté BEMSIC. La glycémie également a été dosée par méthode enzymatique colorimétrique au laboratoire de biologie et santé de la faculté des sciences BEMSIC. Le dosage de la polypoprotéine A1, elle a été faite par test immunoturbidimétrique, c'est-à-dire qu'il y a formation d'un complexe immun antigène-anticorps qui est normalement mesuré par turbidimétrie. La même chose a été effectuée pour le dosage de la polypoprotéine B par test immunoturbidimétrique. Les anticorps antigènes forment un complexe immun qui est bien sûr mesuré par turbidimétrie de la même manière. Le dosage de l'alpha-2 macroglobuline par test immunoturbidimétrique, c'est-à-dire qu'il y a formation d'un complexe de la même manière qui sera mesuré par turbidimétrie. Et ces 3 dosages ont été effectués au laboratoire d'analyse médicale CBC sur des automates Cobas Roche. L'analyse statistique, les données ont été calculées de la même manière par un logiciel Excel.
puis par SPSS de statistique version 23, et les données nutritionnelles ont été analysées par le logiciel Nutrilog. Concernant les considérations éthiques, tous les patients de l'étude, ils ont donné leur consentement éclairé. D'abord, ils ont participé volontairement à l'étude et ont donné leur consentement éclairé devant les médecins du service. On va entamer les résultats obtenus. Pour la première partie épidémiologie du syndrome coronarien, la première chose à faire, c'est le diagnostic du syndrome. Comment on a établi le diagnostic du syndrome coronarien aigu chez les patients hospitalisés? Il s'est fait de deux manières. D'abord, un diagnostic clinique, puis un diagnostic biologique. Le diagnostic clinique, il a été fait par un interrogatoire, c'est-à-dire il existe une douleur thoracique rétrosternale qui apparaît bien sûr au repos et qui n'est pas soulagée par la trinitrine. Et également par l'électrocardiogramme, le tracé électrocardiographique, ou pour définir la déviation du segment ST. Normalement, il est isoélectrique dans un état normal. Ce qui nous a permis de déterminer 3 entités physiopathologiques du syndrome coronarien aigu, et puis un deuxième type de diagnostic, le diagnostic biologique, par les marqueurs cardiaques. Les 4 marqueurs cardiaques ici, à savoir la troponine, la CPK, la créatine MB et la lactodéshydrogénase, ils sont à des concentrations, si on considère les moyens plus ou moins écartés, sont très élevés par rapport aux normes. Ce qui prouve parfaitement qu'il y a une nécrose du tissu cardiaque qui a permis, bien sûr, l'apparition de l'infarctus du myocarde. Mais essentiellement, la troponine ultrasensible, c'est elle qui vient confirmer le diagnostic établi par l'électrocardiogramme, et à ce niveau-là, elle est très élevée. Ce qui nous a permis de déterminer 3 entités physiopathologiques du syndrome coronarien aigu chez ces patients hospitalisés. 7% de patients ont un angor instable, 29% ont un infarctus du myocarde à ST-, et le 2/3 de la population ont un infarctus du myocarde à ST+, un état beaucoup plus avancé de la pathologie. Le paramètre permettant d'évaluer le pronostic de la maladie, il y en a plusieurs, tels c'est la glycémie. La glycémie, en fait, elle a été diminuée au cours de la phase aiguë de l'hospitalisation d'une manière significative, parce qu'elle est passée de 1,89 à 20,66 d'une manière significative chez ces patients hospitalisés, puisque 67 patients hospitalisés ont eu recours à un traitement pharmacologique à base d'insuline rapide. Si nous considérons, bien sûr, ce diagramme, nous observons que la quasi-totalité, c'est-à-dire 72% des patients hospitalisés en USIC, ils sont entrés à la première heure. À leur première heure en fait d'hospitalisation, ils étaient déjà hyperglycémiques avec ou sans la présence de diabète préexistant au départ. Donc, et si nous considérons la variation du taux de mortalité chez ces patients hyperglycémiques, nous constatons que le taux de mortalité, en fait, la ligne, il évolue d'une manière linéaire depuis, bien sûr, la phase aiguë avec un taux de mortalité de 5,55% après un an, à raison de 16,66%, en comparant, bien sûr, avec les patients qui sont entrés normaux avec une glycémie normale où le taux de mortalité est nul. Ce qui prouve en fait que la glycémie est un facteur de pronostic vital essentiel dans les cardiopathies ischémiques. Il faudrait, selon les recommandations savantes de cardiologie, prendre en considération, évaluer, également contrôler tout au cours du traitement en phase aiguë, mais également en post-hospitalier à la sortie des patients de l'hôpital. Maintenant, on va étudier la prévalence des facteurs de risque cardiovasculaire conventionnels. Ce tableau montre parfaitement que les principaux facteurs de risque cardiovasculaire conventionnels recensés dans notre population sont par ordre d'importance décroissante le tabagisme, 47,7%, l'hypertension artérielle et puis le diabète de type 2, puisque leur p-value est significative même après ajustement avec l'âge. Et si nous considérons bien sûr si les caractéristiques socio-économiques, on les compare avec les facteurs de risque cardiovasculaire conventionnels, le premier tableau, il nous montre parfaitement qu'il n'y a aucune association entre la résidence, qu'elle soit rurale ou urbaine, et les différents facteurs de risque cardiovasculaire conventionnels, puisque leur p-value est non significative, même après ajustement avec l'âge. D'autant même, le deuxième tableau, il nous montre parfaitement qu'il n'y a pas d'association entre l'activité physique professionnelle, qu'elle soit bien sûr modérée ou vigoureuse, et les différents facteurs de risque cardiovasculaire conventionnel. La p-value est non significative même après ajustement avec l'âge. Et le troisième tableau, il nous montre qu'il n'y a pas de relation entre les facteurs bien sûr cardiovasculaires conventionnels et le statut socio-économique qui soit bas ou moyen.
puisque toujours la p-value est non significative, même après ajustement avec l'âge. Maintenant, étude du bilan alimentaire chez les patients hospitalisés. La première chose à faire, le tableau numéro 1, il nous montre, bien sûr, on a subdivisé le tableau en 10 catégories alimentaires. Et à partir de ces catégories, on a déterminé la consommation pour chaque mois. Et cette moyenne plus ou moins écart-type, on l'a transformée, on l'a analysée, puis on l'a transformée sous forme de en le comparant avec le régime méditerranéen de référence par le biais du MDS, le Mediterranean Diet Score, qui se trouve ici représenté au niveau de ce tableau-là. Et comment on explique ce tableau? Tout simplement, toutes les catégories alimentaires qui sont en faveur de la diète méditerranéenne, on leur accorde bien sûr un chiffre allant de 0 à 5 sur en fait une échelle croissante, c'est-à-dire 0, pas de consommation, 1, consommation faible, consommation fréquente, modérée. Et si les catégories alimentaires ils sont néfastes pour la diète méditerranéenne, on leur accorde bien sûr un chiffre qui est décroissant sur une échelle décroissante allant de 5 à 0. Et là, ce tableau, le dernier tableau, nous donne les différents scores en fait, de notre population de l'étude. Ils sont représentés à ce niveau-là. On additionne les scores de toutes les catégories alimentaires pour trouver un score final de 27. Et considérant cette étude, plus le score il se rapproche de 50, meilleur à la conformité au régime méditerranéen. Alors qu'ici, dans notre population, le score est à 50% conforme au régime méditerranéen, ce qui prouve parfaitement que ces patients-là, ils ne respectent en rien, ils ont des mauvaises habitudes alimentaires et qui ne respectent en rien la diète méditerranéenne. C'est pour cette raison-là qu'ils sont hospitalisés en musique. Pour conclure pour cette première partie, les facteurs de risque cardiovasculaire les plus recensés sont en fait le tabagisme, l'hypertension artérielle, le diabète et l'hyperlipidémie. Et qu'il n'y avait pas de relation entre les zones rurales de résidence ou le niveau de stress ou d'activité liée au travail et les différents facteurs de risque cardiovasculaire conventionnels. Et que l'hyperglycémie est un facteur de risque, est un facteur de pronostic vital qu'il faudrait prendre en considération et que ces coronariens avaient une mauvaise habitude alimentaire. La deuxième partie, les résultats des deuxième partie sur l'effet de l'huile d'argan sur les paramètres du syndrome métabolique, les apolipoprotéines, les indices d'hétérogénéité sur l'alpha-2 macroglobuline. Et de point de vue, considérant les données anthropométriques, il s'agit d'une population qui est homogène, puisqu'ils ont un âge moyen de 60 ans, et puis tous, ils ont un indice de masse corporelle de 29 kg par mètre carré, donc ils sont en bon point, et également, ils ont une taille de 1,60 m, donc c'est une population homogène. Depuis, si on considère la détermination du rapport tour de taille sur tour de hanche, aussi bien chez l'homme et la femme, il est égal à 1, ce qui prouve qu'il s'agit d'une obésité de type androïde qui va les prédisposer à des maladies cardiovasculaires à la longue et des complications. Donc, de point de vue données cliniques, tous les patients étaient hypertendus, ils étaient également sous antihypertenseurs en monobithérapie et également, pour le groupe argan, il est dyslipidémique à 47%, en comparant avec le groupe contrôle, ils étaient dyslipidémiques à 17%. Pour le diabète, le groupe argan est diabétique à 65% et le groupe contrôle 25% de diabète. De point de vue, bien sûr, nutritionnel, la nutritionniste a imposé un régime alimentaire strict pour toute la population de l'étude, soit qu'ils appartiennent au groupe contrôle ou argan, c'est la même chose, et elle a constaté, en fait, après le calcul, aussi bien pour le groupe contrôle et argan, il y a une diminution de l'apport énergétique total en glucides et en lipides, en contrepartie, une augmentation de l'apport énergétique total en protéines. L'effet de la consommation de l'huile d'argan, cette fois-ci sur le bilan lipidique, sur l'évolution de la concentration plasmatique en triglycérides. Nous constatons pour le groupe argan une diminution très significative, P est inférieur à 0,01, qui est passé de 245 à 125 mg par décilitre en comparant avec le groupe contrôle, qui a vu ses valeurs légèrement augmenter de 88 à 100 mg par décilitre d'une manière non significative. L'évolution de la concentration plasmatique en cholestérol total, pour le groupe argan, il y a une diminution, bien sûr, d'une manière non significative, P0,24, qui est passé de 167 à 155 mg par décilitre en comparant avec le groupe contrôle, légèrement augmenté, de pratiquement resté stable. L'évolution de la concentration plasmatique en HDL cholestérol pour le groupe argan,
il y a une augmentation d'une manière significative, P est égal à 0,01, qui est passé de 35 à 54 mg par décilitre, alors que pour le groupe contrôle, cette valeur est restée stable, mais sans significativité. Évolution de la concentration plasmatique en LDL cholestérol, toujours, il y a une diminution chez le groupe argan de la concentration plasmatique en LDL qui a vu ses valeurs passer de 83 à 60 à 83, pardon, c'est 83 à 75 mg par décilitre, sans significativité, en comparant avec le groupe contrôle qui a vu ses concentrations stagner, sans significativité de la même manière. Effet de en fait, sur la tension artérielle, nous ne pouvons pas l'efficacité de la consommation de l'huile d'argan, puisque tous les patients étaient hypertendus et sous antihypertenseurs. Concernant l'efficacité sur la glycémie, tous les patients, aussi bien du groupe argan que contrôle, il y a eu une augmentation de la glycémie d'une manière non significative, mais nous savons uniquement dans cette étude, d'autres études, peut-être ils ont trouvé autre chose. À ce niveau-là, l'effet de la consommation de l'huile d'argan sur le bilan apolipoprotéique, l'évolution de la concentration plasmatique en ApoA1, pour le groupe argan, il y a une augmentation de la concentration plasmatique en ApoA1 qui est passée de 59 à 69 mg par décilitre, toujours en comparaison avec le groupe contrôle qui a vu ses valeurs diminuer pour passer de 78 à 73 mg par décilitre de manière significative. Concernant l'évolution de la concentration plasmatique en ApoB, pour le groupe argan, il y a une diminution de la concentration plasmatique en ApoB qui est passée de 82 à 75 mg par décilitre d'une manière non significative, P est égal à 0,32, en comparant avec le groupe contrôle qui a vu ses concentrations augmenter pour passer de 74 à 86 mg par décilitre. Maintenant, on va voir l'efficacité de la consommation de l'huile d'argan sur les indices d'hétérogénéité. Il en existe 4. Le premier indice d'hétérogénéité, c'est le rapport cholestérol sur HDL. Pour le groupe argan, il y a une diminution de ce rapport qui est passé de 5,37 à 3,47 en le comparant bien sûr avec le groupe contrôle qui a vu ses valeurs stagner. L'évolution du rapport triglycérides sur HDL, il y a eu également une diminution de manière très significative. La P est inférieure à 0,05 de ce rapport triglycérides sur HDL qui a vu ses valeurs aller de 7,61 à 2,75 alors que le groupe contrôle pratiquement stagnait. En ce qui concerne le troisième indice d'hétérogénéité, qui est le LDL sur le HDL cholestérol, il y a eu une diminution de ce rapport pour le groupe argan qui est passé de 2,77 à 1,98, alors que pour le groupe contrôle, il est resté stable, d'une manière bien sûr non significative. Le dernier rapport, qui est le rapport ApoB sur ApoA1, pour le groupe argan, il y a eu une diminution de ce rapport d'une manière non significative pour passer de 1,65 à 1,28. Le groupe contrôle, il a subi une légère augmentation, passant de 1,05 à 1,3, de manière sans significativité. Évaluons le dosage de l'alpha-2 macroglobuline. L'alpha-2 macroglobuline, pour tous ces patients ici, les valeurs ont été normales, mais pourtant nous notons pour le groupe argan une légère diminution de cette apolipoprotéine qui est passée de 223 à 200 mg par décilitre en comparant avec le groupe contrôle qui a subi une légère augmentation de 208 à 267 mg par décilitre d'une manière bien entendu non significative. La conclusion de la deuxième partie, en fait la consommation de l'huile d'argan pour une durée de 3 semaines a été accompagnée d'une augmentation, d'une amélioration aussi bien du profil lipidique, du profil apolipoprotéique, amélioration de l'alpha-2 macroglobuline et une diminution des indices d'hétérogénéité. Conclusion générale, nous pouvons dire essentiellement que les facteurs de risque cardiovasculaire les plus recensés sont par ordre d'importance le tabagisme, l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la dyslipidémie, lesquels facteurs de risque sont eux-mêmes ceux du syndrome métabolique et que le régime alimentaire décoronarien est de loin adéquat au régime méditerranéen de base. Toute amélioration de ces facteurs de risque éviterait la survenue du syndrome métabolique et par conséquent l'apparition des maladies cardio-métaboliques. Là, en effet, alors, la consommation de l'huile d'argan, elle a prouvé aussi bien son efficacité non seulement sur la dyslipidémie, sur le profil apolipoprotéique, sur l'alpha-2, sur les indices d'hétérogénéité, mais également sur l'alpha-2 macroglobuline. Donc, on peut l'utiliser dans notre alimentation quotidienne pour éviter ou freiner la survenue de pathologies
de pathologie cardio-métabolique. En effet, nous avons vu que la consommation de l'huile d'argan, elle nous a permis d'améliorer, elle a permis de constater une légère amélioration sur l'alpha-2 macroglobuline, qui est aussi bien un paramètre, un biomarqueur de l'inflammation et des maladies hépatiques chroniques, mais également elle a amélioré la polypoprotéine A1. Donc, ces deux paramètres, normalement, ils font partie des 5 biomarqueurs standards constituant le fibrotest, donc qui permettent, ce fibrotest, normalement, il permet d'évaluer la fibrose chez les patients qui souffrent, bien sûr, de troubles métaboliques tels que NAFLD. Donc, nous pouvons inciter d'autres recherches, par exemple scientifiques, à rechercher l'efficacité de l'huile d'argan sur les maladies hépatiques chroniques. Je vais terminer par une citation que disait Hippocrate, ça fait maintenant 400 ans avant Jésus-Christ, « Que ton aliment soit ta médecine ». Merci pour votre attention. Et je veux remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Merci. À vous la parole. Merci. Merci Manaïl pour cet exposé concernant votre travail de thèse. Je suis vraiment agréablement surpris de vous voir parler de cette manière de cette thèse. Donc là, j'avais respecté d'abord le temps, mais c'est un excellent exposé. C'était un peu rapide, nous on est imprégnés dans ce genre de résultats.